Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette grande édition de 20h sur La Nationale. Les événements survenus hier à Kinshasa et dans certaines villes du pays ont occupé un large espace parmi les dossiers examinés au cours de la 39e réunion du Conseil des ministres, réunion présidée aujourd'hui par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi par vidéoconférence. C'est un reportage de Patrick Michel Moukoui. Après un bref séjour à Bruxelles, en visite privée, où il a eu des entretiens avec le Premier ministre et le roi belge autour du maintien des relations bilatérales entre la RDC et la Belgique, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a regagné Kinshasa et aussitôt repris son quotidien. Comme tous les vendredis, les membres du gouvernement étaient bien en ligne pour le Conseil des ministres. Mais avant de débuter la réunion, le chef de l'État prend le temps de consulter les journaux parus dans la capitale. Naturellement, son regard n'a pas échappé aux grands titres qui reprenaient majoritairement les événements survenus la veille à Kinshasa et dans d'autres villes du pays. Une situation placée en première ligne des dossiers à traiter au cours du Conseil. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur a exposé les faits en détail avant l'analyse par les membres du gouvernement. La crise sanitaire persistant, le Conseil a reçu les explications du ministre de la Santé, complétées par le coordonnateur du secrétariat technique sur l'évolution de la riposte. L'État et l'administration du territoire, ainsi que la situation sécuritaire figuraient également parmi les points d'information de cette 39e réunion du Conseil de ministres. Bilan de dégâts enregistrés hier jeudi lors des manifestations contre l'entérinement par l'Assemblée nationale du choix de Ronsard Malonda à la tête de la CENI. On écoute le colonel Mwalamputu, porte-parole de la police nationale congolaise. Depuis l'interdiction formelle opposée par le gouvernement de la République lors de la communication faite à l'issue de sa séance de travail de ce mercredi 8 juillet 2020, interdiction faite sur toute l'étendue du territoire national relative aux marches publiques projetées en cette période de l'état d'urgence sanitaire par des partis politiques et organisations de la société civile, les sympathisants du parti politique Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS en sigle, et d'autres organisations de la société civile ont, en ce jeudi 8 juillet 2020, bravé cette interdiction en s'engageant sur les différentes artères de la capitale, comme il en était aussi les cas dans certaines agglomérations de l'intérieur du pays pour faire valoir leurs revendications. À cet effet, la police nationale congolaise a été instruite par le gouvernement de la République d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens et de veiller scrupuleusement au respect de l'interdiction des marches publiques pendant cette période exceptionnelle. À Kinshasa, face à cette marée humaine qui s'est déferlée sous la chaussée, la police en professionnel a résolu de les encadrer en prenant soin de discuter avec certains de leurs responsables en portant leurs connaissances sur l'inaccessibilité de toutes les voies conduisant au palais du peuple et que le lieu environnant était fermé au passage par un dispositif sécuritaire important. À quelques encablures du siège du Parlement, les manifestants ont tenté de défoncer les dispositifs de la police érigés à cet effet, assurant ainsi la protection de l'hémicycle irrélatif. Face à ces débordements, l'ordre a été donné de le disperser à coups de gaz lacrymogène. Bilan provisoire, bilan humain, déplorant à ce jour un mort dans le camp des manifestants en la personne de Kelly, non autrement identifié, domicilié 6 avenue Bouloukaka, numéro 53, Bandal Moulard. Cas de traitement dégradant et inhumain. Les policiers Kisoka Tigana, du poste de police Kandakanda, Souciat et Victoire, du commissariat de police de Kassavubu, copieusement molestés par les Koulouna, entre la vie et la mort, a été admis à l'hôpital central de référence
de la police nationale au camp Lufungola. 19 policiers blessés, dont 2 grièvement. L'on dénombre parmi eux le commissaire principal, Kanza Dounaï, chef P2 adjoint de l'UPHP national, avec une blessure profonde à la tête. 5 manifestants blessés à Kinshasa. 1. M. Mbouyi Kalenga, 24 ans, trouvable sur avenue Abattoir, quartier Sans Fil, commune de Massina, avec une blessure du cuir chevelu. 2. M. Ilunga Laurent, 52 ans, 6 5e rue, quartier industriel, commune de Limité, avec une plaie à la jambe droite. Après des soins appropriés au centre de santé de la Lénie, il est rentré à domicile. 3. Madame Kato Kambaya Bébé, 33 ans, domicilié 6 et 10e rue, numéro 578, a reçu un choc à la jambe gauche. 4. M. Yungu Iko Venien, 29 ans, domicilié sur avenue Kinsuka, 14 bus, quartier 8, commune d'Enchili, multiples plaies dans les 2 jambes. 5. M. Kabeya Kibumba, 26 ans, trouvable 6 avenue Sonabafa, numéro 2, commune de Barumbu, avec une plaie au genou droit. Tous admis en soins au centre de santé de la Légion nationale d'intervention. Au titre de dégâts matériels, 1. Acte de vendage de l'église armée de l'Éternel du révérend Sonny Kafuta et président des églises de réveil du Congo. 2. Le siège national du Parti travailliste de son Excellence Steve Mbikaï mis à feu. 3. Destruction et incendie du sous-commissariat Kanda par des inciviques Kuluna et 2 armes emportées et récupérées. À Lubumbashi, l'on déplore un mort dans le camp des manifestants qui a été conduit à la mort de l'hôpital général Johnson Sendwe. 10 blessés du côté des manifestants, dont 7 par balle et un major du commandement du camp Vangu blessé grièvement à la bouche. La police nationale présente ses condoléances aux familles éprouvées. Et le ministre d'État à la coopération internationale et francophonie était aujourd'hui au Sénat. Il était question pour Guillaume Manjolo de faire l'économie générale de 2 projets de loi, notamment en rapport avec le Conseil de paix et de sécurité de l'Afrique centrale. On fait le point de la plénière avec Eugénie Dadachaban. De par sa position géostratégique au cœur de l'Afrique, la République démocratique du Congo est appelée à jouer un rôle prépondérant sur les plans économiques et sécuritaires dans les organisations sous-régionales auxquelles elle fait partie, notamment la CEAC, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Et ce, du fait de ses potentialités économiques et des agressions récurrentes du pays par des troupes étrangères voisins du pays. Pour baliser cette voie, le ministre d'État à la coopération, Guillaume Manjolo, a sollicité le vote des sénateurs des 2 projets de loi. Il s'agit du projet de loi autorisant la ratification du protocole révisé relatif au Conseil de paix et de sécurité de l'Afrique centrale, ainsi que le projet de loi autorisant la ratification du projet révisé instituant la communauté économique des pays de l'Afrique centrale. Ces 2 projets de loi ont été votés au Sénat. Auparavant, le ministre d'État à la coopération, Guillaume Manjolo, a fait l'économie de ces projets de loi, ce qui a suscité les préoccupations des sénateurs, notamment ce que gagnent les pays dans la ratification de ces traités, l'importance du leadership de la RDC dans la CEAC, la paix des cotisations et l'importance de faire le lobbying pour que les Congolais occupent des postes de décision dans des organisations sous-régionales. Le président du Sénat, dans sa casquette du ministre honoraire des Affaires étrangères, a motivé les bien-fondés du vote de ces projets de loi. Sa requête a été entendue et les 2 lois ont été votées. Nous devrions être la locomotive au niveau de la CEAC. Et nous avons l'ambition pour cela. Mais bien sûr, il va se poser les problèmes qui ont été posés par notre collègue Ekanga. Il faut éviter que, en disant libre circulation des marchandises, que finalement, puisque nous avons une faiblesse
dans notre administration douanière que les Chinois et d'autres transitent par des pays de la CAC pour venir chez nous parce que nous sommes finalement le plus gros marché de la CAC. Avant la suspension de la plénière, le président du Sénat a annoncé cette double cérémonie prévue demain à la salle des congrès du Palais du Peuple. Contrôle parlementaire sur la gestion de la COVID-19 par le gouvernement. La vice-première ministre et ministre du Plan était auditionnée aujourd'hui par la commission socio-culturelle du Sénat. Les détails avec Berthe Moukonkole. La situation épidémiologique de la pandémie de la COVID-19 en RDC préoccupe au plus haut point la Chambre haute du Parlement. Les cas de contamination ne cessent d'accroître. À ce jour, on dénombre plus de 7000 cas confirmés. Face à cette catastrophe sanitaire inquiétante, le Sénat, par le biais de son président Alexis Thambwe Mwamba, a mis sur pied une commission socio-culturelle élargie à d'autres sénateurs pour faire le suivi du programme du gouvernement concernant la lutte contre la COVID-19. La première à être auditionnée, c'est la vice-premier ministre, ministre du Plan, Élisée Mounemboué, qui a exposé sur le programme multisectoriel d'urgence d'atténuation des impacts de la COVID-19. Oui, j'ai été invitée par les élus pour avoir des éclaircissements en ce qui concerne la mise en œuvre du programme d'urgence multisectoriel d'atténuation des impacts de la COVID-19 en République démocratique du Congo. Ils ont des préoccupations, ils veulent avoir des éclaircissements, il y a des questions qu'ils ont posées, il y a des réponses claires et précises qu'ils attendent. Nous nous sommes fixés encore rendez-vous pour nous retrouver lundi. Après l'audition de la vice-première ministre, ministre du Plan, la présidente de la commission socio-culturelle, Nefertiti Ngoudiaza, explique le bien fondé de ces auditions. Le Sénat ne reste pas bras croisés. Il y a la commission socio-culturelle qui a été élargie à d'autres sénateurs pour pouvoir suivre le programme du gouvernement en ce qui concerne la lutte contre la Covid. Alors là, nous avions à travailler d'arrache-pied. Mais à un certain stade, nous avons jugé utile de pouvoir écouter et entendre les divers acteurs de cette lutte. Et parmi les premiers, nous avons estimé inviter la vice-première ministre en charge du plan. Un invité ce soir, il s'agit de M. Emmanuel Keto Diakanda. Bonsoir M. Emmanuel. Bonsoir. Monsieur Emmanuel Keto est premier président de la Cour d'appel émérite et conseiller du président honoraire du Sénat, Léon Kengwa-Dondo. Demain, la salle de congrès du Palais du Peuple va accueillir une double cérémonie pour un grand personnage politique de notre pays. Il s'agit bien du président honoraire, je le disais tantôt, du Sénat, Léon Kengwa-Dondo, qui sera décoré. Une cérémonie doublée du vernissage du livre intitulé Léon Kengwa-Dondo, la passion de la nation. Monsieur Emmanuel, quel est donc l'objet de cet ouvrage qui vient de paraître après 12 ans à la tête du Sénat de monsieur Léon Kengwa-Dondo? Merci, madame. Monsieur Léon Kengwa-Dondo a dirigé successivement les 3 pouvoirs constitutionnels de l'État. Et il a accumulé une expérience abondante et très riche, et il a estimé qu'il était de son devoir de léguer un testament à la postérité, un testament qui devra servir de balise à la jeunesse, à la classe politique et à l'élite congolaise en général. Oui, donc c'est un testament de Léon Kengwa-Dondo, vous venez de le dire. Mais pourquoi est-ce que c'est son remplaçant qui organise ces 2 cérémonies? Il sera décoré et en plus, on va baptiser, ce livre sera porté sur le fond baptismal. Pourquoi c'est son successeur qui organise cette double cérémonie? Une partie de la réponse se trouve dans votre question. C'est parce que d'abord, c'est son successeur. Ah, bon. C'est son successeur qui veut lui faire cet honneur parce qu'en pilotant le vernissage de ce livre, il adhère pratiquement, il exprime son adhésion à l'œuvre de Kengo en tant que président du Sénat. Donc, en fait,
il agrée tout ce que le président Kengo a fait comme président du Sénat et il veut en fait lui signifier cette appréciation. Okay. Bon, mais l'affinité entre le président Kengo et le président Tambwe ne date pas d'aujourd'hui. Parce que le président Tambwe a œuvré comme ministre dans plusieurs gouvernements qui étaient dirigés par le président Kengo. Oui. Le président Kengo a eu à l'apprécier, lui aussi a eu à apprécier le travail du président Kengo. En plus, en 1991, le président Kengo crée l'UDI, l'Union des démocrates indépendants. Oui. Et le président Tambwe se retrouve membre de l'UDI. Oui. Et l'UDI était constitué exclusivement de cadres universitaires. Okay. Donc c'était un parti élitiste. Et que le président Tambwe a milité dans ce parti à côté du président Kengo. Ok, donc tous ces détails se trouveront dans cet ouvrage. Oui, oui. Et la cérémonie commence demain à quelle heure, s'il y a des précisions à donner par rapport à cette double cérémonie? La cérémonie commence à 11h. À 11h, donc, à la salle de congrès du Palais du Peuple. Et je vous assure que la RTNC sera présente pour couvrir cette manifestation. Je vous remercie au nom du président Kengo. Merci beaucoup. Poursuivons ce journal. La route nationale numéro 4, tronçon Kassindi frontière Béni, 80 km, sera bientôt modernisée. La signature du protocole d'accord et relatif a eu lieu hier entre la RDC, représentée par le ministre de l'ITP, Willy Ngopos, et la société ougandaise Dot Service Limited, un projet évalué à 120 millions de dollars américains, nous dit Eurydice Kitutu. Issu de la dernière rencontre entre les présidents de la RDC, Félix Tshisekedi, et de l'Ouganda, Yoweri Museveni, les deux chefs d'État avaient exprimé la volonté de mutualiser les efforts de développement pour le bien de leurs populations respectives. C'est donc pour matérialiser cette volonté que le vice-premier ministre, ministre des Infrastructures et Travaux publics, avait reçu la délégation de la société de droit ougandais Dot Service Limited. Willy Ngopos Sunzel leur avait remis le projet du protocole d'accord portant modernisation de la route nationale numéro 4, Kassindi, frontière à Béni, longue de 80 km. Les deux parties se sont retrouvées tard dans la soirée pour matérialiser l'accord entre la société ougandaise représentée par son PDG, Venugopal, et la RDC par le vice-premier ministre Willy Ngopos Sunzel. Ce projet, qui va coûter 120 millions de dollars américains, comprend également la construction de 2 postes des péages et des paysages. Dot Service Limited s'engage à trouver les financements. The MOU today is for the road from Beni to Kassindi. C'est une route qui va aider à dégager le flux du trafic commercial entre les pays voisins et entre les différentes bourgades et cités qui se trouvent dans les coins à l'est de la RDC. Notre société s'intéresse à pouvoir mettre en valeur cette route qui va pouvoir connecter non seulement les contrées de la RDC, mais aussi les pays voisins à l'est de la République. Et ils sont intéressés parce que la route actuellement n'est pas en bon état, mais on va pouvoir travailler à ce que la route puisse être délivrée dans les bons standards. Il est à noter que le projet pourrait évoluer jusqu'à 200 millions de dollars américains en cas d'intégration de la route Béni-Butembo. Inspection des travaux de construction du complexe industriel de traitement d'eau potable de Binzaozo. Nous sommes là à Kinshasa, dans la commune de Ngaliema. La délégation de la présidence qui a effectué cette mission s'est rendue également à la station de captage d'eau sur le fleuve Congo. Les détails dans ce reportage de Guylain Kabalundi sur les images de Kazo Kazati. 7 mois après la pose par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de la première pierre de construction de la première phase du complexe industriel de traitement d'eau potable en Binza-Ozone, une délégation de la présidente de la République, conduite par le conseiller principal du chef de l'État en charge de l'énergie et des mines et son collègue en charge des infrastructures, a été dépêchée en visite d'inspection.
Accueillie par le directeur général de la Régie des eaux, la visite a débuté par une séance de travail au cours de laquelle le comité de gestion de la Régie des eaux a présenté de manière détaillée les projets PMU-FA, projet d'alimentation en eau potable en milieu urbain, financement additionnel. Financé par la Banque mondiale à hauteur de plus de 59 millions de dollars américains pour une durée de 23 mois, ce projet, qui s'inscrit dans le cadre du programme d'urgence de 100 jours du chef de l'État, devra améliorer l'efficacité de la Régie des eaux pour une réduction de pertes d'eau, un accroissement de sa productivité. À l'issue des échanges, les conseillers principaux du chef de l'État et leurs délégations ont été conviés à la visite des travaux sur le site de construction de l'usine d'eau potable de l'Ozone. Première partie de la visite achevée, les hôtes du jour ont clôturé leur mission sur les sites en construction de captage d'eau du fleuve Congo sur l'avenue Tourisme. En attendant la rédaction d'un rapport à faire au président de la République, les impressions dégagées au terme de cette mission sont plutôt satisfaisantes. Il ne voudrait pas être le président des chantiers inachevés. C'est pourquoi nous qui sommes, n'est-ce pas, le prolongement ou le suivi de ces actes, nous sommes venus pour voir, constater si réellement les travaux ont débuté. Et nous avons vu, avec l'accompagnement de la direction générale de la Régie des eaux, et nous ferons rapport à tout de suite. Nous sommes contents de pouvoir voir que la Régie des eaux, au-delà de toutes les difficultés qu'elle est en train d'éprouver, n'hésite pas de mettre des bouchées doubles afin de faire progresser, faire avancer le projet. Je voudrais dire tout simplement, avec toute la volonté du chef de l'État, et si tout ce qu'il a déjà fait, nous prions, nous ferons tout pour nous casser en morceaux malgré les difficultés, pour qu'il ait le temps de boire cette eau qui viendrait de cette usine. Et cela avant la fin de son premier mandat. Cette mission d'inspection de la présidence de la République devra se poursuivre ce samedi, cette fois sur le site des travaux de construction d'eau potable de Lemba Imbu et de l'usine d'eau potable d'Enjili. Et au grand mot des grands remèdes, dit-on, l'impact de la Covid-19 sur le plan économique nécessite des mesures drastiques pour maintenir le cap. C'est cela même l'objet d'une mission d'inspection à Lufu et à Matadi, au Congo central. Ricky Nzuziloya, commentaire. Visite officielle. Depuis le début de la pandémie, le coronavirus a entraîné la réduction drastique ou l'arrêt total des activités dans tous les secteurs de la vie sociale et économique des pays du monde. La RDC n'a pas été épargnée. C'est pour évaluer les impacts négatifs du Covid-19 dans le secteur des importations et exportations qu'une mission en charge de l'ordre opérationnel est diligentée en poste frontière et frontalier du Congo central sous la conduite de son président et directeur général par intérim de la douane, Jean-Baptiste Nkongolo Kabila Mouchi, qui, à l'étape de Lufu, a circonscrit l'objet de cette itinérance. Parle non pas de la fermeture des frontières communautaires, c'est-à-dire pour le flux migratoire des personnes, mais les cargos, les marchandises passent. Ça, c'est un fait. Je reconnais qu'avec cette pandémie, l'activité économique a sensiblement baissé. Et ça, ce sont des faits conjoncturels. Mais nous devons aussi tenir compte des faits structurels. Est-ce que les agents travaillent dans de bonnes conditions? On prend en charge correctement les marchandises? Est-ce qu'il y a des éléments que nous pouvons échanger ensemble de façon à pouvoir permettre que les recettes puissent augmenter? Voilà ce que nous sommes venus chercher. Principale mobilisatrice des recettes pour les comptes du Trésor public, l'administration douanière reste consciente de la situation conjoncturelle que traverse notre pays et envisage de renforcer des stratégies d'action en mettant son personnel au centre des manœuvres. Ce contenu a été dévoilé lors des différentes rencontres avec les services et partenaires en douane. C'est pour des solutions profitables à l'accroissement des recettes. Après Lufu et Matadi, Boma constitue la prochaine étape. En justice, plaidoirie ce vendredi de la cause opposant le ministère public et la partie civile Azarias Rouberois contre le prévenu Dieudonné Dikita. C'était une audience foraine à la prison centrale de Makala par devant le tribunal de paix de Kinshasa, Pont-Kassavubu, siégeant en matière répressive. C'est un commentaire signé Edith Chala.
Le décor était parfaitement planté pour les plaidoiries dans ce procès dont la valeur pédagogique n'est plus à démontrer, car il s'agit des faits ayant eu lieu essentiellement sur les réseaux sociaux. D'entrée des jeux, le tribunal a donné son feu vert pour que les parties en cause défilent à tour de rôle pour se prêter à cet exercice aussi long que passionnant. La tâche n'a pas été aisée pour les uns et les autres au regard de la nature des faits et surtout des moyens modernes qui en ont servi de support. Mais la recherche de la vérité judiciaire dans cette affaire, bien que laborieuse, aura été à l'issue des plaidoiries de ce jour non loin du bout du tunnel. Les faits pour lesquels le prévenu Dieudonné Dikita est poursuivi ont été passés au peigne fin, élément après élément, pour éclairer la religion du tribunal qui a enfin pris l'affaire en délibéré pour un jugement à intervenir dans le délai légal. Rappelons que M. Dieudonné Dikita a fait l'objet des poursuites judiciaires pour les présumées infractions d'imputation dommageable et des faux bruits, infractions commises à travers les réseaux sociaux contre Maître Azarias Robert. Il n'y a plus de patients au département Covid-19 à l'hôpital du Cinquantenaire. Les derniers guéris ont regagné leurs familles respectives. Ils ont été accompagnés par Cédric Kenina, notre reporter. C'est en partie une victoire sur le Covid-19, du moins des signes encourageants d'une victoire. Ceux-ci représentent les derniers patients guéris du coronavirus qui quittent leur lit d'hôpital au Cinquantenaire. Comme pour dire, plus aucun malade n'est resté. L'hôpital a enregistré un nombre étonnant de guéris grâce à une prise en charge réussie. Le département Covid reste sans patients aujourd'hui. Et nous remercions le Seigneur de les avoir aidés et nous bénissons encore Dieu pour tout ça. Nous félicitons le gouvernement pour les efforts fournis et ensemble avec nos amis, nous sommes dans la joie. Nous leur demandons seulement de continuer à se protéger et au moins ils ont palpé les réalités de la maladie, même si les gens à la cité semblent ignorer cette grave maladie. Mais nous vous demandons de vous protéger, de garder la distanciation sociale, de laver régulièrement les mains, de porter vos masques et d'être nos ambassadeurs à la cité. Informer les autres que cette maladie est bel et bien là. Et si la personne ne prend pas au sérieux, ça peut entraîner à la mort. Dans l'ensemble, l'hôpital du Cinquantenaire a reçu plus ou moins 300 malades et a enregistré 15 décès seulement. Et les 7 présentement guéris sont les derniers. Et l'hôpital reste vide en attendant d'éventuels cas. Parlons agriculture avec cette récolte de maïs à Kanyama-Kasese avec l'implication des bâtisseurs de la nation. Le général Jean-Pierre Kassongo les qualifie d'une armée de développement. Après la cérémonie de clôture officielle de la session spéciale de formation des ex-combattants, anciens rebelles devenus bâtisseurs de la nation, le service national est à plein régime dans les activités de la récolte du maïs au centre pilote Laurent Désiré Kabila à Kanyama-Kasese. C'est le commandant du service national, le général de brigade Jean-Pierre Kassongo Kabouik, lui-même, qui a lancé la récolte du maïs sur des vastes étendues emblavées au cours de la présente campagne agricole. C'est depuis qu'il est à la tête du service national que le général Jean-Pierre Kassongo déplace son quartier général à Kasese pendant plusieurs mois afin de suivre personnellement les opérations culturelles sur terrain. La récolte de cette année connaît particulièrement une participation active des nouveaux bâtisseurs issus des groupes armés. Pendant leur formation au groupement de formation de Kayoyo, ils ont été initiés à la production agricole. C'est ainsi qu'ils ont participé à toutes les opérations culturelles: labour, semis, sarclage, épandage d'engrais, herbicidage. Lorsque le maïs a atteint la maturité, les ex-combattants en formation ont été associés aux agents du service national pour le gardiennage des champs. Les voilà aujourd'hui en train de récolter le maïs qu'ils ont sémé. La période de récolte, comme toute autre opération culturelle de grande envergure, requiert une bonne préparation en termes de logistique, équipements, consommables, carburant, lubrifiants, rations, etc.
repas. Et du personnel, préparation physique, psychologique et morale. La journée de travail pendant la récolte commence toujours par un rassemblement pour la parade. La parade permet de contrôler les effectifs pour se rendre compte des absences justifiées ou non. C'est dans une ambiance d'animation et de mise en train que les agents s'apprêtent à monter sur les camions pour rejoindre les différents sites de récolte. On se croirait vraiment devant une armée. Oui, une armée des bâtisseurs au service de la nation. Oui, une armée de développement. Pour le général de brigade Kassongo Kabouik Jean-Pierre, la volonté de travail et l'expertise ne manquent pas au service national. Le centre pilote Laurent Désiré Kabila regorge plus de 50 000 hectares de terres arables et surtout parmi les meilleurs de la République, à l'instar de celles des vallées de la Ruzizi et de Mongolwala. Le service national devrait être le grenier et une réserve stratégique de notre pays. Pour permettre au service national de jouer ce rôle, il y a des contraintes auxquelles des solutions idoines doivent être trouvées. Le service national dispose des bonnes infrastructures héritées de l'ex-domaine de Kanyama-Kasese et de la GECAMINE Development. Malheureusement, une bonne partie de ces infrastructures est à réhabiliter. Il s'agit notamment du séchoir de Kanyama qui est resté non opérationnel pendant près de 3 décennies. Le service national devrait aussi acquérir des équipements agricoles performants pour lui permettre de produire à grande échelle. Il est possible de produire 2 fois au cours d'une même campagne agricole à Kanyama-Kasese. La présence des bâtisseurs de la nation au service national fait de cette structure une pépinière ou mieux un réservoir d'une main-d'œuvre patriotique et disciplinée. Cette armée de développement pourrait être utilisée par d'autres structures analogues ou d'autres services publics comme l'armée et la police nationale. Présentation du directeur général adjoint de la Régie des voies aériennes aux agences et cadres, ce après l'installation du comité de gestion depuis peu. C'est dans un climat de convivialité que s'est déroulée la cérémonie de présentation du nouveau directeur général adjoint des Régies des voies aériennes. Une occasion d'échange entre l'équipe entrant et sortant. Prenant la parole, William Pambou, le nouveau directeur adjoint de la RVA, a remercié son prédécesseur et a promis d'être un bon collaborateur afin de relever le défi qui les attend dans ce secteur. Je dis encore une fois de plus merci à M. le PCA parce que j'avais souhaité que sa présence soit marquée dans cette réunion. Il s'est déplacé. Je vous dis sincèrement merci pour ces sacrifices consentis. Je dis également merci à M. le DG qui m'a accueilli dès le départ à bras ouverts. Il m'a facilité les travaux d'aménagement de mes quartiers, c'est-à-dire mon bureau. Il a fait un effort de me faciliter la tâche depuis le départ jusqu'à maintenant. J'ai rebondi sur sa dernière phrase, ou sinon ses derniers mots, à travers lesquels il dit que nous pouvons déplacer ou soulever les montagnes. Je considère que ces phrases-là traduisent plutôt les résultats. Quand on soulève les montagnes, en fait, on a présenté les résultats. Et pour clôturer, le président du comité d'administration, Bienvenu Liota, s'est exprimé en ce terme. En même temps que nous tous, c'est-à-dire moi-même, les DG et tous les membres du conseil d'administration, mais il y a eu quelques formalités administratives qui devaient être effectuées. Voilà, comme ça, c'est pour ça que moi et les DG, nous nous sommes convenus avec son accord que la cérémonie se passe aujourd'hui, pour la bonne et simple raison que les DG, vous le connaissez, n'est-ce pas? Nous soulignons en passant que le secteur des régies des voies aériennes de la RDC éprouve plusieurs difficultés et l'arrivée de William Pambou s'avère plus que importante. Madame, Messieurs, ainsi s'achève ce journal de Cédric et Nina. Merci de l'avoir suivi. Patricia Aungu a concouru à sa rédaction. Restez chez vous tout en respectant les gestes barrières et retrouvez à 22h Lopez Kakuba. D'ici là, bon début de week-end à toutes et à tous.